C-A-P-I-T-R-E-1. L, élégance imposée et le poids du nom de famille. Ce soir-là, l'air dans la grande salle de réception était épais, chargé d'un mélange d'opulence ostentatoire et d'une tension que seule ma mère, Mary, savait instiller dans les événements familiaux. C, était le dîner de fiançailles de mon frère, John, un événement qu'elle avait planifié avec la précision maniaque d'une architecte construisant son propre mausolée social. John, le fils parfait, l'héritier désigné, le successeur naturel à la tête de l'entreprise familiale que notre père avait bâtie. Il était tout ce que je n'étais pas. J, était assise à la table la plus éloignée du couple, une place stratégique que Mary m'avait assignée. Non pas par oubli, mais par une intention chirurgicale de me marginaliser. Elle avait insisté pour que je porte cette robe de soirée bleu nuit, pour au moins essayer être à la hauteur, m'avait-elle dit avec un sourire glacial quelques jours plus tôt. Sous lit, éclat des lustres en cristal, je pouvais sentir les regards des amis, des partenaires commerciaux et de la famille de ma future belle-sœur. Tous me jaugeaient. Ils me connaissaient comme la fille silencieuse, celle qui n'avait jamais épousé les attentes de la lignée, l'ombre discrète qui portait, sans jamais la mériter selon Mary, un nom synonyme de réussite et de respectabilité. 20 ans que cette dynamique durait. 20 ans d'un mépris subtil, souvent invisible aux yeux du monde, mais qui me lacérait l'âme au quotidien. Ce nom de famille, que Mary glorifiait comme un blason, était pour moi une chemise de force tissée d'obligations non remplies et d'un jugement constant. Je me demandais souvent si elle réalisait le poids de sa désapprobation, comment chaque regard, chaque mot choisi pour me décrire en public, ajoutait une pierre à la prison invisible qu'elle avait construite autour de moi. Ce soir, cependant, je n'étais pas seulement l'invité de force, j'étais assise sur un secret, un fardeau silencieux, que je portais depuis 2 décennies. La présence de la petite pochette de cuir noir à mes pieds était le seul ancrage dans cette réalité étouffante. Elle contenait la preuve, le document capable de faire s'effondrer tout le théâtre que Mary avait si méticuleusement orchestré, et je savais, avec une certitude glaciale, que ce dîner serait l'apogée de sa cruauté, et peut-être, enfin, la fin de mon silence. C-A-P-I-T-R-E-2. La reine des façades. Mary, mère et juge ma mère. Mary. Le simple fait de prononcer son nom internalise une douleur ancienne et persistante. Elle était la définition même de la façade élégante, une femme qui utilisait la charité comme une arme sociale, et la bienséance comme un bouclier contre toute émotion véritable. Elle était vêtue d'une robe en soie rouge qui exigeait l'attention, sa coiffure impeccable et ses bijoux scintillants témoignaient non pas de la richesse, mais de la nécessité d'afficher un statut. C était un rituel qu'elle répétait lors de chaque grand événement. S'assurer qu'elle dominait l'espace, que chaque conversation tournait autour de l'excellence de sa progéniture, John bien sûr, et la saine gestion de sa vie, la sienne. Pour Mary, la vie était un spectacle continu, et l'auditoire de ce soir était trié sur le volet. Chorale, élite locale. Ses interactions avec les invités étaient un ballet parfaitement chorégraphié. Éloges, de plaisanteries légères et d'une assurance inébranlable. Pendant ce temps, elle maintenait une distance calculée avec moi. Quand quelqu'un s'aventurait à me poser une question, Mary intervenait toujours, reprenant le fil de la conversation, me coupant la parole avec une rapidité déconcertante, comme si ma contribution risquait de ternir le tableau parfait qu'elle peignait. « Oh, elle est un peu réservée, vous savez, » disait-elle, un rire faux se voulant indulgent. « Elle est artiste, elle a son propre monde. Rien à voir avec le monde des affaires de John, bien sûr. » Chaque mot était une piqûre, minimisant mes choix, mes passions, me renvoyant à mon statut de parente pauvre, non pas financièrement mais spirituellement. L'art, ma passion, mon refuge, était réduit par elle à une lubie d'enfant gâté, une excuse pour mon échec à intégrer l'entreprise ou à trouver un mari convenable. Je buvais mon verre de vin blanc, le froid de la glace contrastant avec la chaleur montante de l'humiliation intérieure. Ces 20 dernières années n'avaient été qu'une série d'actes, événements où j'avais dû jouer le rôle de la déception tolérée. Dans cette salle, chaque détail criait la réussite, une réussite dont ma mère se voulait l'architecte suprême. John, mon frère, rayonnait, peut-être plus par obligation que par pure joie, mais il jouait son rôle à la perfection, le rôle du fils héritier qui assurait la continuité de l'empire et, plus important encore pour Mary, la pérennité de son statut social. Sa fiancée, Claire, une femme douce et visiblement éprise, semblait prise au piège de l'aile, éclat aveuglant de cet événement, inconsciente des ombres glaciales qui planaient sur la fortune qu'elle s'apprêtait à épouser. L'orchestre jouait une mélodie classique, légère, qui contrastait étrangement avec la lourdeur du silence psychologique entre ma mère et moi. J'avais beau afficher un sourire de façade, chaque minute passée à cette table me coûtait une énergie folle, car je savais que ce était qu'une question de temps avant que Marie ne prenne la parole, non pas pour une simple bénédiction, mais pour un rituel. Un rituel annuel, bien que magnifié par l'occasion, visant à réaffirmer sa hiérarchie, à encenser John et à me réduire, moi, à la figure de l'enfant maudit, échec personnel, qui menaçait la perfection de son tableau. La coupe de champagne tremblait légèrement dans ma main. Le moment critique approchait. Marie, vêtue d'une robe de soie noire qui absorbait toute la lumière, tapota doucement sa coupe avec sa cuillère d'argent, ce tintement discret et autoritaire signalant la fin des banalités. Tous les regards se tournèrent vers elle.
Je serrais la mâchoire, prête à encaisser le coup, même si je savais qu'aujourd'hui l'enjeu était bien plus élevé que d'habitude. L'air se fit rare, et l'opulence de la salle, loin de m'apaiser même, écrasait sous le poids de la duplicité. Était le sommet de l'hypocrisie, et ma mère s'apprêtait à en faire son chef-d'œuvre. Mon cœur battait la mesure d'une révélation imminente, d'une fin que j'avais planifiée dans le secret depuis des années. La voix de Mary, chaude et mélodieuse, résonna dans le micro. Une voix parfaitement modulée pour charmer la foule et masquer la cruauté qui se nichait derrière chaque syllabe. Elle commença, comme prévu, par un éloge dithyrambique de John. Elle parlait de sa vision, de son engagement sans faille envers l'entreprise familiale, de sa capacité à porter le nom de la famille avec dignité et responsabilité. Gonro. Les adjectifs s'accumulaient, lourds d'une attente que John portait depuis son enfance, pilier, héritier légitime, l'incarnation de la réussite de notre lignée. À chaque mot de louange pour John, je sentais un coup invisible me frapper, car si John était la lumière, Jug était, par déduction maternelle, l'ombre, l'erreur, le grain de sable qui devait être balayé. Ce « N » était pas seulement un discours de mère fière, était une stratégie de positionnement. Ma mère avait besoin que le monde voie John comme irréprochable pour assurer la mainmise sur les biens qu'elle avait si âprement, et si secrètement, acquis. Pendant ce temps, je me contentais de sourire poliment, rejouant mon rôle de la sœur silencieuse, de l'artiste rêveuse qui avait choisi une voie moins noble. 20 ans que j'encaissais ces attaques insidieuses, parfois voilées, parfois ouvertes, toujours devant témoin pour que l'humiliation soit maximale. Elle m'a humilié des centaines de fois, dans des cercles plus petits, mais jamais avec une telle audience. Elle avait méthodiquement érodé ma confiance, m'avait réduite au statut d'enfant instable, incapable de gérer les affaires sérieuses. L'odeur du mépris, je la reconnaissais instantanément. Elle était devenue l'arôme entêtant de toutes nos réunions familiales. Alors que John me lançait un regard rapide, mi-gêné, mi-compatissant, Mary prit une pause dramatique, son regard balayant l'assemblée avant de se fixer sur moi, avec une précision chirurgicale. Je savais que le missile était armé. Le sourire de Mary élargi, mais ses yeux restaient froids, brillant d'une malice que seuls ceux qui la connaissaient intimement pouvaient déceler. Elle dévia brusquement de John pour aborder le sujet délicat de la réputation. Le nom que nous portons est un cadeau, bien sûr, mais c'est surtout un fardeau, dit-elle, sa voix prenant une nuance de gravité feinte. Il exige une attention constante, une conduite irréprochable. Toute faiblesse, toute déviance, toute fantaisie personnelle peut le salir irrémédiablement. J'ai senti la tension monter à ma table. Les murmures cessèrent. Les invités sentaient l'imminence d'un drame familial. Ce genre de moment gênant que l'élite apprécie en secret. Elle décrivit avec une précision douloureuse les choix de vie que j'avais faits. Mon refus de rejoindre le conseil d'administration, ma carrière dans l'édition d'art, mes investissements hasardeux, qui, ironiquement, s'avéraient plus éthiques que les siens. Certains, reprit-elle, son ton devenant plus acéré, ont tendance à oublier la gravité de notre héritage. Ils pensent que l'argent et le nom sont acquis, qu'ils peuvent se permettre l'insouciance. Ils vivent dans une bulle de créativité, loin des réalités et des responsabilités qui nous incombent. Elle ne prononça pas mon prénom, mais le portrait était si détaillé, si cruellement précis, qu'il aurait pu être peint au vitriol. L'attaque était publique, intentionnelle, et visait à discréditer non seulement mes choix financiers, mais mon identité même. J'ai vu la pitié dans les yeux de certaines vieilles amies de mon père, l'indifférence calculée des partenaires d'affaires. Était l'ultime rejet, le jugement final prononcé par la reine de la famille, devant sa cour. Mon cœur se transformait en pierre, mais je savais que si elle pensait gagner cette bataille verbale, elle venait juste de signer sa propre sentence. Mary s'approcha du moment qu'elle avait savouré toute la soirée. Elle posa la main sur l'épaule de John, lui offrant un sourire maternel et rassurant, puis retira sa main et fit face à l'assemblée. En conclusion, mes chers amis, déclara-t-elle, élevant légèrement la voix, John assure l'avenir de notre nom. Il est la continuité. Puis, elle se tourna vers moi. Un silence absolu s'installa. Même l'orchestre sembla retenir son souffle. Elle me fixa droit dans les yeux. Ce regard glacial qui avait toujours réussi à me faire douter de ma propre existence. Quant à mon prénom, dit-elle, utilisant mon prénom comme un terme de pitié et de déception, elle a choisi son propre chemin. Un chemin que nous respectons bien sûr, mais un chemin qui malheureusement nous éloigne des valeurs fondamentales de notre lignée. Elle inclina légèrement la tête, comme si elle exprimait un regret profond et douloureux. Soyons honnêtes, ici, ce soir, devant ceux qui comptent. Elle, mon prénom, n'a jamais supporté le poids de ce nom. Elle en est au fond, indigne. Le mot fut lâché, indigne. Ce fut plus qu'une insulte. Sec, était une excommunication publique. Mon sang s'est mis à bouillir, j'ai senti une chaleur écrasante monter de mon cou jusqu'à mes tempes. Les conversations, qui avaient repris un murmure discret, s'arrêtèrent net. L'humiliation était totale. Elle venait de me déposséder de mon identité familiale devant toute l'élite de la ville. Était la fin de 20 ans d'efforts pour rester digne face à son mépris.
Devant cette destruction calculée, la douleur invisible que j'avais portée devint soudainement visible, palpable, pour tous ceux qui observaient. Mais au lieu de m'effondrer, le mot indigne a résonné en moi comme un coup de tambour, le signal que l'attente était terminée. Le moment était venu de révéler la vérité. Alors que le poids du mot indigne écrasait sur moi, ma main, sans que j'y pense consciemment, glissa vers l'intérieur de mon petit sac de soirée. Je pouvais sentir la texture fine et légèrement rugueuse du papier, cette preuve secrète que j'avais gardée en silence pendant 2 décennies. Ce papier, Will, était le fantôme de mon père. Son dernier cri de détresse, son testament de vérité, soigneusement caché dans l'un des doublures de mon vêtement. L'humiliation publique était pas la fin de l'histoire, était le début de la riposte. La vision de Mary, souriant avec cette expression de victoire démoniaque, a déclenché une vague de souvenirs si violente qu'elle m'a presque fait perdre pied. Je me suis retrouvée transportée 20 ans en arrière, dans le bureau de mon père, quelques heures après son enterrement. L'air y était lourd, imprégné de son odeur de tabac froid et de vieux cuir. Mary, déjà, avait commencé à faire le tri, déplaçant les objets qui lui déplaisaient, réorganisant le monde à son image, effaçant les traces de l'homme qu'il avait été. Mon père, un homme bon, loyal mais terriblement naïf en affaires face à l'ambition féroce de Mary. J'avais trouvé la lettre par pur hasard, un instinct, comme si son esprit m'avait guidé. Elle était pas dans un coffre, ni dans un document légal, mais cachée sous le faux fond d'une boîte à cigares antique qu'il chérissait. Était un geste de désespoir, la dernière tentative d'un homme pour se défendre contre la destruction que sa propre femme avait semée. La salle de réception scintillante et la foule choquée s'estompaient, remplacée par l'obscurité et le silence d'un bureau où une vérité mortelle m'attendait, prête à exploser 20 ans plus tard. La lettre. Elle était fine, écrite à la main, sur un papier vélin jauni, la marque d'un notaire réputé dans le coin supérieur gauche. Mon père avait une écriture élégante. Mais cette fois, elle tremblait. Je m'en souviens comme si était hier. Les premières lignes décrivaient son amour pour moi et sa peur de Mary. Mais très vite, le ton devenait sombre, précis, légal. Ce était pas une simple confession d'échec conjugal. Le ton était un exposé méticuleux, daté et signé, détaillant les manipulations financières de Mary sur la décennie précédente. Il y avait des références à des transferts d'actifs vers des sociétés écrans, à l'utilisation du trust familial pour masquer des dettes personnelles de jeu et, le plus accablant, la preuve qu'elle avait délibérément saboté l'un de ses plus grands projets philanthropiques, une fondation pour l'art, pour s'assurer une liquidité immédiate. Il avait tout documenté, craignant qu'à sa mort, Mary ne le présente comme un homme d'affaires incompétent, ruiné par sa propre générosité. Elle devait préserver les apparences pour John. En lisant ces pages, l'enfant que j'y étais est morte, remplacée par une gardienne froide et résolue. Je savais que si Mary découvrait cette lettre, elle la ferait disparaître instantanément. J'ai fait un serment silencieux, je la garderai. Je la garderai en secret, comme une arme nucléaire, à n'utiliser que si Mary franchissait la ligne de non-retour, si elle menaçait de détruire ce qui me restait, ma dignité et ma réputation. Aujourd'hui, cette ligne avait été franchie, publiquement, devant cette foule de vautours sociaux. La lettre, cachée si longtemps, était prête à être déployée, sa lecture était le seul moyen d'obtenir une justice que le silence n'avait jamais pu m'offrir. 20 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour que cette humiliation atteigne son paroxysme. 20 ans, durant lesquels j'ai regardé Mary construire son empire sur les ruines de l'honnêteté de mon père et sur le silence que j'avais choisi d'imposer. Ce silence était pas de la lâcheté. Cela était une stratégie, une forme de respect tordu pour la mémoire de mon père qui, malgré tout, n'avait jamais voulu la éclabousser en public de son vivant. Mais quel en fut le prix? Le prix fut ma vie sociale, ma réputation, et la relation avec mon propre frère, John. Mary était assurée que tout le monde me voit comme la fille à problème, Yel, éternelle insatisfaite, la source de perturbation. Était la marginale qui n'avait pas la fibre des affaires, quand en réalité je refusais simplement de me salir les mains avec la sienne. Chaque regard condescendant, chaque murmure de pitié à mon sujet, chaque promotion de John dans l'entreprise familiale renforçait la narrative de Mary. Je portais cette souffrance invisible, cette connaissance toxique, seule. Était un poids qui m'empêchait de me confier, car qui m'aurait cru? Mary était l'incarnation de l'élégance, de la bienveillance publique. Moi, était l'artiste excentrique. La seule preuve qui pouvait renverser 20 ans de mensonges était entre mes mains, et ce poids a fait de moi une observatrice cynique, toujours en retrait, attendant le moment parfait. L'humiliation d'aujourd'hui, ce mot indigne, était la clé qui ouvrait enfin la cage. La souffrance accumulée, le mépris continu, tout cela allait servir de carburant à la révélation. Mon père, Louis, était un homme d'une complexité que Mary n'a jamais voulu comprendre. Il était le fondateur de la fortune, oui, mais il était un bâtisseur, pas un manipulateur. Il aimait l'architecture, la beauté des choses, et il considérait l'argent comme un moyen, jamais comme une fin. C'est cet aspect de sa personnalité qui m'a toujours lié à lui.
Je me souviens de nos longues discussions tardives dans son bureau où il se plaignait du vide-gras des événements sociaux que Mary organisait. Il sentait la pression croissante de sa femme pour diversifier les investissements d'une manière qu'il jugeait risquée et, franchement immorale. Elle veut toujours plus, me disait-il souvent, le regard las. Et elle ne se soucie pas de qui elle doit écraser en chemin. Quand sa santé a commencé à décliner rapidement, juste avant le diagnostic fatal, la panique s'est emparée de lui. Il savait que Mary l'isolait des auditeurs et qu'elle détournait des fonds pour des projets personnels. Masqué sous des investissements d'art douteux. Il a passé ces derniers mois, loin des yeux de Mary qui était trop occupée par ses mondanités, à collecter méticuleusement la preuve. Il ne cherchait pas à se venger, mais à se protéger, à assurer qu'au moins une partie de l'héritage soit propre, fidèle à ses valeurs initiales. Mais il était trop tard. Il est mort subitement. Et c'est là que j'ai réalisé. La lettre N était pas seulement une preuve de la trahison de Mary. Hank était un témoignage de L, âme d'un homme qui, même mourant, essayait de se racheter. C était la raison pour laquelle cette preuve devait être révélée ce soir. Pour réhabiliter la mémoire de mon père. L'artiste trahi par la cupidité. Ce que la lettre contenait était une bombe à retardement, prête à détruire l'image d'intégrité que Mary avait si soigneusement cultivée. La manipulation la plus flagrante concernait le grand trust de la famille, censé garantir l'île, éducation des petits-enfants et la stabilité de l'entreprise. Mon père y décrivait comment, sous prétexte d'optimisation fiscale, Mary avait orchestré des cessions d'actifs à des prix dérisoires à des entités sous son contrôle direct. L'objectif, siphonner l'argent du trust sans laisser de traces évidentes pour les auditeurs externes. Mon père expliquait, avec une précision d'horloger, comment elle avait forcé la vente prématurée de parts d'une entreprise innovante qu'il soutenait, juste pour couvrir un déficit qu'elle avait elle-même causé par des achats immobiliers excessifs à l'AL, étrangers. Cet acte n'avait pas seulement coûté des millions. Il avait détruit la réputation de mon père auprès de ses partenaires, le faisant passer pour un homme d'affaires pressé et irresponsable. La lettre contenait des copies de virements, des numéros de compte, des dates précises, le tout corroboré par des notes manuscrites qui expliquaient l'intention malveillante. C était un portrait cinglant de Mary. Non pas une femme d'affaires astucieuse, mais une prédatrice financière, toujours au bord de l'illégalité, n'hésitant pas à sacrifier la stabilité à long terme de la famille pour satisfaire son insatiable soif de luxe immédiat et de pouvoir. L'héritage N était pas un socle solide, il était dévasté. La richesse que John s'apprêtait à épouser, celle dont Mary tirait sa gloire, était fondamentalement souillée, construite sur le mensonge et la trahison. Le jour de l'enterrement, Mary était Dal, épouse éplorée parfaite. Elle a reçu les condoléances avec une grâce sombre, s'assurant que tous voient sa détresse. Mais dès que la dernière voiture fut partie, le masque tomba. Elle ordonna immédiatement à l'avocat de sceller certains dossiers et commença à faire l'inventaire des biens. Avec une urgence presque obscène. C'est cette nuit-là, alors que Mary dormait sous l'effet de sédatifs puissants, que je me suis glissée dans le bureau de mon père. J'avais besoin de son odeur, de son silence, un dernier adieu intime. Je ne cherchais rien de précis, juste une connexion. Et puis, mon regard est tombé sur la boîte à cigares. Il m'avait toujours interdit de la toucher, disant que si était un cadeau précieux. Guidée par une intuition féroce, je l'ai soulevée. Elle était plus légère que je ne le pensais. En la manipulant, j'ai senti un léger jeu dans le fond en bois. J'ai utilisé une lame de couteau pour soulever délicatement le faux fond. L'enveloppe était là, blanche, scellée, avec juste mon prénom écrit dessus. J'ai lu la lettre sous la lumière tamisée de sa lampe de bureau. Chaque phrase était une révélation douloureuse. Le choc ne fut pas l'existence de la manipulation, que je suspectais, mais son ampleur et sa cruauté. À cet instant, je n'ai pas pleuré. J'ai senti une froide détermination m'envahir. J'ai soigneusement plié la lettre, glissé les documents annexes dans une pochette, et je l'ai cousu dans la doublure intérieure d'une vieille valise que je savais que Mary n'ouvrirait jamais. J'avais la preuve. J'avais le pouvoir. Mais je savais que l'utiliser trop tôt me détruirait aussi, car Mary aurait le temps de se défendre. J'ai choisi l'attente, la patience glaciale, pendant 20 ans, attendant le jour où elle me donnerait la raison parfaite pour frapper. Ce jour était ce dîner. De retour dans le présent, ma conscience glissa de mon père à John. John, le fils parfait, assis à côté de sa fiancée. Il arborait un sourire figé, celui d'un homme mal à l'aise qui espérait que l'orage passe vite. Il avait toujours été le préféré, le choyé, celui à qui Mary attribuait toutes les vertus. Mais en vérité, John Kane était qu'un autre instrument dans la machinerie de Mary. Elle l'avait moulé, orienté vers les affaires, non par amour désintéressé, mais parce qu'il était le seul capable de légitimer son contrôle continu sur l'Empire. Si John avait échoué, Mary aurait perdu son trône social. Mon frère avait l'air si loin de l'homme que j'avais connu enfant. Il était devenu une extension de l'ambition maternelle. Il était la preuve vivante de ce que Mary pouvait accomplir lorsqu'elle mettait toute son énergie à contrôler une vie. Mon cœur se serra non seulement de mon humiliation, mais de la pitié pour lui. Il était sur le point de sceller un mariage fondé sur un héritage corrompu.
Et Mary utilisait cette soirée pour s'assurer de la loyauté future de Claire et des autres familles d'affaires. L'attaque contre moi était un message clair pour John. La déviation du chemin tracé par Mary mène à la destruction publique. Mais John était silencieux. Il ne me défendait pas, n'intervenait pas. Il laissait Mary m'humilier. Et dans son silence, mon dernier lien de loyauté envers le secret de Mary se brisa. John, malgré lui, était complice de l'injustice. Je n'avais plus à le protéger. Je devais agir pour ma propre libération, et pour la vérité de notre père. Mary termina son discours sur un air de mélancolie résignée concernant mon sort, puis se rassit, acclamée par un tonnerre d'applaudissements polis et légèrement nerveux. Elle m'adressa un dernier regard, un éclair de triomphe brutal qui disait « Tu es vaincu ». Le silence retomba, mais Innis était plus confortable. Il était lourd, tendu, chargé de l'embarras que l'on ressent après une scène familiale déplacée. Était le moment idéal. La foule était captive, encore sous le choc de la violence verbale. Mon cœur battait la chamade, tambourinant dans mes oreilles. Je pouvais sentir l'adrénaline se répandre dans mes veines, me donnant une force inattendue. Mes mains, toujours agrippées au sac, tremblaient légèrement. J'ai pris une grande inspiration. Puis je me suis levée. Mon mouvement fut lent, délibéré, mais suffisant pour capter l'attention. Les quelques convives qui commençaient à se parler se turent. Tout le monde me regardait. Mary, qui était en train de trinquer avec une voisine, se figea. Son sourire disparut. Son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Le silence était insoutenable. J'ai senti le poids de 20 ans de secrets, de douleurs invisibles, se concentrer dans ce moment précis. Était maintenant ou jamais. Si je m'asseyais, je perdais à jamais. Je redressai les épaules, mes yeux fixés sur Mary. Ma gorge était sèche, mais ma voix devait être claire, forte et, surtout, véridique. Je tenais la lettre dans ma main, fermement. Le papier, cet objet banal, représentait la destruction totale de l'image de ma mère. Je savais que ce que J était sur le point de faire allait déchirer la famille pour toujours, mais ce N était pas moi qui avais semé cette destruction. Était Mary, 20 ans auparavant. J'ai regardé John et Claire qui me fixaient avec une expression partagée entre la peur et l'incompréhension. Maman, dis-je, et ma voix, bien que basse au départ, porta étrangement dans le silence absolu de la salle. Le son rauque surprit Mary. Vous avez raison, le nom que nous portons est un fardeau, et il exige une conduite irréprochable. Je fis un pas de plus vers la table, attirant tous les regards. Mary commençait à paniquer, ses yeux lançant des éclairs, cherchant une échappatoire. Et puisque nous parlons de dignité et de l'héritage de notre père, je crois qu'il y a un aspect de l'histoire de notre famille qui doit être éclairci, surtout en cette soirée d'union. Un aspect que mon père, Louis, avait jugé crucial de révéler à la lumière du jour. Je fis une pause, assurant que chaque mot pénétrait l'esprit des convives. Il est temps de révéler la vérité. La véritable fondation sur laquelle repose cette fortune n'est pas faite de dignité, mais d'une manipulation que j'ai gardée en secret pendant 20 ans. J'ai levé la main, et la lettre froissée devint visible. La salle est devenue silencieuse, d'un silence si lourd qu'il écrasait les tympans. Mary se leva brusquement, son visage pâle comme un linceul. J'avais enfin repris ma voix. CAPITRE 15, le secret murmuré devient tonnerre. Je pris une grande inspiration, sentant l'adrénaline se mêler à une froide détermination. Ce N était pas un simple discours, était le jugement d'une vie de mépris. Ma voix, étonnamment, ne trembla pas. Elle était claire, nette, et coupait l'air comme une lame de rasoir après le brouhaha nerveux qui suivait l'humiliation orchestrée par ma mère. J'aimerais remercier maman pour ces mots si touchants. Commençai-je, un sarcasme glacial déformant le mot touchant. Le ton monocorde que j'employais fit taire les quelques murmures restants. Les yeux de tous les invités étaient désormais fixés sur moi. Je ne cherchais pas mon frère John, trop concentré sur le regard de marbre de Mary. Elle a raison sur un point. Pendant 20 ans, j'ai gardé un secret familial qui, si révélé plus tôt, aurait épargné à cette famille beaucoup de faux-semblants et de chagrin. Je levai la lettre. Le papier jauni crépita légèrement sous mes doigts. Ce son minuscule, amplifié par le silence soudain de la salle, résonna comme un coup de feu. Maman vient de déclarer devant vous tous que Jaggy était indigne de porter le nom de notre famille, indigne d'avoir une part dans son héritage, et que mon instabilité supposée m'avait fait perdre la confiance de mon père. J'ai gardé sa lettre en secret pendant 2 décennies. Maman. Une lettre qui ne me visait pas, mais qui dépeignait, avec une précision chirurgicale, la véritable nature des manipulations financières qui ont eu lieu peu avant sa mort. Ce soir, je révèle la vérité. Mary se leva d'un bond, le visage décomposé, tout le sang drainé de ses joues, ses mains s'agrippaient à la nappe, ses yeux lançant des éclairs de panique absolue. « C'est faux! Elle est malade! Ne l'écoutez pas !» Ces mots étaient désespérés, des bruits rauques lancés dans la pièce. Mais il était trop tard. L'onde de choc était partie. Mon geste l'avait dépossédé de son contrôle. John, enfin, se tourna vers moi, la confusion peinte sur son visage. «
Qu'est-ce que tu fais, Laura? Assieds-toi! Il y avait de l'autorité dans sa voix, l'autorité de l'homme qui avait toujours cru la version de sa mère. Mais je ne la écoutais pas. Je fixais Mary, la forçant à se rasseoir sous le poids du jugement de la foule. Ceci, maman, est la preuve que j'ai gardée en silence. La preuve que tu as voulu enterrer avec lui. La preuve irréfutable que les masques sont tombés. CAPITRE 16. La lettre du père, 20 ans de vérité scellée. Je pris le micro avec l'assurance d'une personne qui ne reviendrait plus en arrière. Le papier était usé au pli, mais l'encre, celle de la main de mon père, était étonnamment lisible. Ce N était pas une lettre d'amour, était un testament émotionnel et surtout, un document légal rédigé à la hâte. Je sentais la puissance de 20 ans de douleur se concentrer dans ma voix lorsque j'ai commencé à lire. Ceci est la lettre de mon père, datée du 3 mars 2004, 2 semaines avant son décès. Je fis une pause, laissant l'impact de la date s'installer. Les regards passaient de ma mère à moi, cherchant une fissure dans l'histoire, mais il n'y en avait aucune. Je commençais à lire, citant les passages les plus accablants. Ma chère enfant, je te confie ce document, car je crains que Mary ne parvienne à ses fins. Elle a réussi à obtenir ma signature sur l'acte de cession des actifs non liquides de la holding Oberline, sous prétexte d'optimisation fiscale de dernière minute. Ce n'est pas une optimisation, mais un détournement pur et simple. J'ai la preuve que ces fonds ont été réorientés vers des comptes qu'elle contrôle, me dépossédant, ainsi que mes héritiers légitimes toi et John de la juste part qui nous revenait. Elle a fait croire à mes avocats que j'elle étais affaiblie et que j'avais décidé de me protéger contre tes salaires, dépenses impulsives, en modifiant la structure de l'héritage. C'est un mensonge odieux, destiné à écarter et à masquer ses malversations. Ce document prouve le transfert illégal. Mary n'a jamais eu pour intention de protéger notre nom, seulement d'usurper notre fortune. Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas eu le temps de corriger cette injustice. Utilise-la au moment où l'injustice sera trop grande à supporter. La vérité sur ce qu'elle a fait avec l'argent de ta grand-mère doit éclater au grand jour. Pardonne-moi de t'avoir laissé un fardeau aussi lourd, mais je n'ai confiance qu'en toi pour rétablir la justice. Garde ce secret pour ta survie, jusqu'à l'heure de la vie. CAPITRE 16, L, écho du silence. Le silence qui suivit la lecture de la lettre N était pas l'absence de bruit, était un vide suffocant, une compression de l'air qui rendait chaque respiration audible, douloureuse. Les chandeliers, les couverts en argent, les soies coûteuses. Tout devint subitement dérisoire sous le poids de la vérité. Ma voix, qui avait tremblé 20 ans sous le joug de l'humiliation, résonnait encore dans la salle, une corde tirée à la rupture qui refusait de céder. J'avais terminé ma lecture en repliant soigneusement la feuille vieillie, le geste d'une archiviste respectueuse, plus que celui d'une justicière vengeresse. Quand mes yeux se sont levés, ils ont cherché Mary. Ma mère était figée, une sculpture de marbre pâle sur laquelle l'horreur et la trahison se disputaient la possession du visage. Elle avait tenté de conserver une expression de dédain, celle qu'elle utilisait toujours pour démasquer une faute de goût ou une impolitesse mineure. Mais cette façade était fissurée, révélant la terreur brute. Ses mains s'agrippaient si fort à la nappe que ses jointures étaient blanches, prêtes à déchirer le lin brodé. Autour d'elle, le monde était arrêté. John, mon frère, était le seul qui avait bougé. Il n'avait pas levé les yeux vers moi, mais vers Mary. Ses fiançailles, l'apothéose de sa réussite sociale, venaient d'être pulvérisées non par une querelle insignifiante, mais par la révélation que la fondation même de leur fortune était pourrie. J'ai vu l'anneau qu'il tenait pour sa fiancée glisser de ses doigts et rouler silencieusement sur le parquet lustré. Ce son, si ténu, fut le signal d'une implosion. La fiancée, une femme jusqu'alors souriante et polie, s'est levée, le visage décomposé, et a chuchoté une seule phrase à l'oreille de ses parents. Nous partons immédiatement. L'effet de domino s'est amorcé. Les invités, la plupart des piliers de la haute société ou des associés d'affaires qui avaient bénéficié de la stabilité financière de la famille, ont commencé à se lever avec une lenteur calculée, évitant mon regard comme si la vérité était une maladie contagieuse. Ils ne voulaient pas être vus associés à ce scandale, mais ne pouvaient détourner leurs oreilles du murmure qui commençait à se propager comme une traînée de poudre. Était le bruit feutré de la panique et de évaluation des dégâts. Mary, sortie de sa léthargie, a émis un son guttural, un mélange de rage et d'incrédulité, avant de se précipiter vers moi. « Tu n'as rien compris! C'est un faux! Une vengeance pathétique d'une enfant gâtée et jalouse !» Ses yeux, habituellement froids et calculateurs, étaient injectés de sang. Elle cherchait à saisir la lettre, à la déchirer, à effacer les 20 dernières minutes de l'histoire. Mais je m'y attendais. J'avais glissé la lettre, ainsi qu'une copie numérisée, dans une pochette hermétique que j'avais cachée sous ma robe. C'est à ce moment précis que David, un avocat ami de notre père, que j'avais discrètement informé de mes intentions la veille, a agi. Il est intervenu avec une autorité calme, se plaçant entre Mary et moi. « Madame Lévesque, calmez-vous, cette lettre mentionne des transactions bancaires précises et des montages financiers qui doivent être vérifiés. La réaction que vous avez en ce moment ne fait qu'appuyer sa véracité.
David avait été le confident de mon père sur certains dossiers sensibles avant sa mort, et sa présence ici était la preuve que cette manœuvre N était pas un simple coup de tête, mais une action planifiée, juridiquement encadrée. Tandis que Mary hurlait des menaces incohérentes, et que 2 de ses amis tentaient maladroitement de la tirer vers une sortie dérobée, j'ai pris le temps d'une inspiration profonde. La douleur était partie, remplacée par une fatigue monumentale, le genre qui suit une guerre longue et épuisante. J'ai regardé John une dernière fois. Il était assis, la tête dans les mains. Il avait toujours choisi de croire sa mère, de jouir des privilèges qu'elle offrait, sans jamais interroger la source. Maintenant il était seul avec la pourriture du secret. Je n'ai pas cherché à lui parler. Il n'y avait plus rien à dire. J'ai quitté la salle sur la pointe des pieds, passant devant les serveurs figés. La lourde porte d'acajou s'est refermée derrière moi, coupant le vacarme croissant des disputes et des appels téléphoniques paniqués. Dehors, l'air frais de la nuit était un baume. David m'attendait avec sa voiture. Alors que nous nous éloignions